Donc nous passons à la deuxième partie de cette émission Impression. Nous arrivons à la deuxième partie de cette émission avec les textes choisis, nos notes de lecture. Le premier texte que nous vous présentons aujourd'hui a pour titre « Histoire envoûtante de l'Égypte ancienne ». Celui que nous présente est un doctorant en égyptologie, Pape Farifaye. Il est professeur à Diourbel d'histoire et de géographie. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres. Nous en avons présenté quelques-uns ici. Alors, le livre que vous nous présentez, son auteur, c'est une égyptologue française. C'est une égyptologue française, mais vous me permettrez ça de saluer les téléspectateurs, de saluer le public, particulièrement le professeur Aboubakry Moussalam. Je ne savais pas que j'allais le rencontrer ici. Et je suis très gêné de parler devant le maître, parce que quand le disciple rencontre le maître, il doit se taire et écouter. Et alors c'est donc un exercice très éprouvant auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et nous allons parler sous son contrôle. Et également, je crois qu'il ne va pas me trouver sur le plateau des bâtons, mais en me disant que tu n'as pas bien récité. Il interviendra, il a le micro baladeur. Donc, une histoire envoûtante de l'Égypte ancienne. Donc, c'est un roman. Quand on voit le titre, on a l'impression que c'est un livre d'histoire. C'est un texte d'histoire, mais il n'en est rien. C'est un texte qu'on ne peut pas utiliser en histoire, dans la recherche historique. Ce n'est pas une source comme le livre des mots des anciens Égyptiens, ou bien les textes sacrés et les textes profanes de l'Égypte ancienne, qui sont des sources de l'Égypte, de l'histoire égyptienne, ou bien contes et romans égyptiens. Alors, ce n'est pas également un livre comme les livres de Cheikh Anta Diop, qui sont des livres d'histoire, qui sont des commentaires de textes de sources égyptiennes, antériorité aux civilisations nationales, mais c'est un roman. Cela veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans la recherche historique. C'est un roman qui est aussi différent du roman d'Aboubakry Moussalam, Le Triomphe de Math, qui, à mon avis, est un roman autobiographique à travers lequel l'auteur cherche à vulgariser l'égyptologie. C'est aussi différent de Sarah, la lune du jour, qu'on a eu à présenter ici. Alors, ici, essaie de raconter l'histoire de quelques pharaons qui se sont les plus distingués durant la 18e dynastie. Maintenant, c'est une fiction parce qu'elle entre dans le secret de la vie du pharaon avec son épouse et invente des dialogues pour nous expliquer un peu, pour nous raconter, si vous voulez, l'histoire de certains pharaons de la 18e dynastie. Oui, parce que quand vous dites que ce livre ne sert pas, comme les autres que vous avez cités, à comprendre l'égyptologie, on se demande quel est son intérêt. Son intérêt, c'est que ça nous permet, c'est peut-être comme on fait avec les dessins animés, on peut jouer des films en dessin animé pour un peu aiguiser ou bien amener les enfants c'est une manière pédagogique d'enseigner un peu l'égyptologie. C'est pas un livre qu'il faut jeter dans les poubelles. C'est un excellent livre, en tout cas moi que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman, mais je dis pour les chercheurs, c'est un roman qu'on ne peut pas citer dans une recherche en histoire. Il y a une différence entre le et l'histoire. C'est vrai que la littérature a besoin de l'histoire et l'histoire a besoin de la littérature. Le livre en trois grandes parties. La première partie, l'auteur l'appelle Ahmes Nefertari. C'est différent de Nefertiti. Ahmes Nefertari et Ahmosis. Donc ça commence par la reine Aotep, qui est la reine d'Égypte, qui est la fille de Ta et de la reine Tétichéri, qui cherche une bonne femme pour son fils Ahmosis. Son choix est porté sur sa fille Ahmes Nefertari. Le mariage eut lieu dans la plus grande solennité. La reine Ahmes fut conduite dans les appartements d'Ahmosis en cortège. Après quelques jours de mariage, les peuples de l'Est qui avaient envahi le Nord et construit un palais à Avaris montrèrent leur volonté à reprendre le pouvoir et de ne pas céder devant les méthodes d'intimidation de la reine Aotep. Ahmosis décide de prendre la tête de l'armée et aller combattre les ennemis pour les bouter hors de l'Égypte. Ahmes Nefertari approuva le projet de son mari. Avant de partir, Ahmosis demanda à son épouse de rendre hommage mérité à sa grand-mère Tétichéri pour lui construire un temple à sa gloire à Abydos. Alors, il souhaite aussi avoir un enfant avec sa femme qui grandira le temps des combats. S'il meurt au combat, son fils assurera la régence. Les soldats qui furent un peu réticents au début furent remobilisés par la reine-mère. À leur tête, Ahmosis, ils partirent en guerre contre les envahisseurs. Après le départ de son mari, Nefertari
le culte de Titi-Chéri conformément à la volonté de son mari. En même temps, elle lança un projet de construction des pyramides pour la famille. En Égypte ancienne, la construction de la pyramide, c'est-à-dire le fait de penser à l'au-delà, constitue un élément important pour les pharaons. Pour éviter qu'elles ne soient pillées comme furent les pyramides de Khéops et de Mykérinos, Ahmosis demanda que le tombe soit tenu secrète. Il construit de l'autre côté du Nil le désert et il dit, l'auteur nous dit à la page 73, nos fidèles ouvriers les creuseront la montagne où personne jamais ne se rend. Répond-elle à Ahotep. L'activité devenait si intense que des familles entières y rejoignirent les ouvriers. Un fut construit. Nefertari et Ahotep leur rendirent visite satisfaite. Nefertari accoucha un garçon qui prit le nom d'Ahmes Saper. Son père revint de combat sans avoir parvenu à vaincre les envahisseurs. Il revint de temps à autre. Ahmed Saper s'éteignit avant de régner, sa mère en souffrit. Elle eut un enfant qu'Ahmed appela Amenophis. Ahotep mourut à l'âge de 80 ans. Son fils décida de retourner en Égypte pour inhumer sa mère et lui rendre un hommage mérité. Voilà. Ahmosis avait vaincu les envahisseurs et libéré le nord. Il rentra triomphalement à Thèbes. Donc, la première partie parle de ça. La deuxième partie, intitulée Nefertari et Akhenaton, parle de leur histoire. Et la troisième partie, Toutankhamon et Ankhesenamon. Donc, c'est dans la deuxième partie qu'on verra la fondation du village d'Akhetaton avec Akhenaton. Mais il va retourner à Thèbes pour la culture du dieu Amon, parce que Aton c'était le dieu soleil visible et Amon c'était le dieu caché. Alors il y a quelques points sur lesquels que j'aurais souhaité que le professeur Aboubakar Moussalam, qui a été, il faut le dire, assistant de Cheikh Anta Diop, qui a écrit des livres sur l'égyptologie aussi, qui est votre maître, vous le dites, qu'il puisse intervenir. Par exemple, quand l'auteur dont vous parlez récuse, n'est-ce pas, l'Égypte noire, mais en même temps, il y a aussi un autre point, savoir Pharaon était-il homme ou Dieu? Aboubakar Moussalam. Oui, merci Sada. Je commencerai tout d'abord par saluer Pape Farisei, qui a été effectivement un de mes étudiants d'égyptologie. Il a travaillé sur une étude comparative entre la religion musulmane et une partie de la religion égyptienne. Et il a fait un excellent travail. D'ailleurs, ses productions qui sont venues par la suite montrent que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'égyptologie et qui a des moyens de faire des choses qui peuvent intéresser le public sénégalais. Cela dit, par rapport à la thématique qui a été abordée dans le roman, je ne l'ai pas lu, mais d'après les éléments qu'il a donnés, je constate que le roman commence avec le début du Nouvel Empire, c'est-à-dire le combat pour l'expulsion des Hyksos. Je rappelle que les Hyksos étaient une population sémitique qui avait envahi l'Égypte et qui l'avait dominé, qui avait dominé une bonne partie de l'Égypte, excepté le sud. Et donc la reine Ahmes Nefertari et son mari Ahmes ou Ahmosis ont été à l'origine de la défaite des Hyksos. Voilà pourquoi, après sa mort, on l'a pratiquement divinisée. Et moi-même, j'ai fait un travail sur elle, l'affaire des momies royales, la vérité sur la reine Ahmes Nefertari. Elle est noire charbon et malheureusement, le grand Maspero l'a blanchie en disant que sa momie a été par lui-même, par le docteur Fouquet, et que c'était une blanche. Malheureusement pour Maspero, un autre anthropologiste du nom de Ernest Chantre a examiné la momie et il dit que la momie est noire charbon. Alors lui, il pense que c'est le temps qui a noirci la momie. Alors parce qu'elle était tout simplement noire, parce que tous les portraits qu'on a d'Ahmes Nefertari sont noirs charbon. Statuettes que les peintures qu'elle a laissées. Donc cette affaire, c'est une vieille affaire de l'invasion, l'expédition d'Égypte en 1999. Vous savez que quand Napoléon a organisé l'expédition d'Égypte, c'est aller aux sources de la civilisation occidentale, avec une équipe de savants. 2
temps-là, les Occidentaux sont convaincus que les Égyptiens sont leurs ancêtres. Voilà pourquoi ce genre de livre trouve problème. Oui. Et c'est le grand problème. L'Égypte appartient à qui? Les Occidentaux pensent que l'Égypte leur appartient, mais depuis les travaux de Cheikh Anta Diop, on sait qu'il n'en est rien et que l'Égypte est négro-africaine. Oui. Apia, qui a fait un livre en disant qu'effectivement, ça a été une escroquerie intellectuelle que de dire que les Égyptiens étaient des Blancs. Mais il refuse qu'ils soient des Noirs, parce que là aussi, il trouve que c'est excessif. Et pourtant, tous les dont on dispose sur la race des anciens Égyptiens montrent que c'était des Noirs. Et donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci à Aboubakar Moussalam pour cet éclairage. Professeur, oui, alors, le dernier mot vraiment. À ce que le prof disait, l'escroquerie intellectuelle, voilà ce que Violaine Vaneke écrit. Oui. Elle dit: la momie d'Ahmed Nefertari fut retrouvée dans la cachette de Der El Bahari. Oui. Son examen prouve qu'elle était à un âge avancé. Sa peau était noire. Voilà qui fit couler beaucoup d'encre, d'autant plus que de ses effigies étaient sculptées dans un bois noir. Ahmed Nefertari était-elle nubienne? En réalité, son corps s'était décomposé et l'utilisation d'une matière noire était certainement liée à un culte. Cela veut dire. Un culte, le noir, couleur du chien Anubis, gardien des tombes royales, permettait la Renaissance. Oui. Donc, ils font tout pour effacer la négritude de la civilisation et de la peau des anciens. Dernier mot de Aboubakar Moussalam. Ne peut pas expliquer la négritude. Chantre, quand il a regardé il a dit que la momie est noire charbon. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que la statue était noire et que c'était... Maspero parle de fiction des... Mais la fiction, elle ne peut pas quand même atteindre la personne elle-même. Ahmed Nefertari était noir charbon. Et tous ses portraits sont noirs. Vous voyez sa statuette, le bout des seins est représenté en noir. Et donc ça signifie que les prêtres, elle avait des tresses. Et tout chez elle est noir. Son fils, Ahmed, comment dirais-je, Amenhotep Ier, est noir charbon. Donc, les égyptologues ne veulent pas du tout reconnaître la négritude des anciens Égyptiens, mais la couleur noire, si vous n'êtes pas noir, vous n'entrez pas au paradis. Donc, c'est ça, chez les Égyptiens. Donc, ça signifie que les Égyptiens, que par ce trait-là, ne pouvaient être que des noirs, parce que seuls les noirs, comme Osiris, étaient admis au paradis égyptien. Absolument. Merci, professeur Aboubakar Moussalam. Nous passons à la dernière note de lecture. Là, nous sommes dans la spiritualité, et parce que